Bon, OK. Donc, le B... Oui, pardon. Okay. Donc, nous avons étudié au Q1 une des premières forces fondamentales inventées, découvertes, ou en tout cas théorisées par Isaac Newton, qui était la gravitation. Il y a une deuxième force dans la nature, une deuxième force fondamentale, qui concerne l'électricité et le magnétisme. Comme je vous ai dit aussi au début de l'année, en fait, en physique, c'est-à-dire dans la nature, nous n'avons jusqu'à présent 4 forces différentes qui régissent l'ensemble des comportements de la matière. La deuxième force fondamentale, qui est soit divisant l'électricité et le magnétisme, soit qui est regroupée dans un seul chapeau, qui s'appelle l'électromagnétisme, est une force essentielle, puisque c'est elle qui, en grande majorité, est responsable de la cohésion de l'ensemble de la matière. Enfin, le son est très mauvais. Et maintenant, c'est mon micro pourtant. Est-ce que le son est meilleur? Oui, non? Oui. Je voulais revoir de nouveau. Est-ce que le son est meilleur quand je parle ou pas? Est-ce qu'on entend bien ce que je dis? Microphone, le Ah, ici. Maintenant, mon microphone et ce qui est sur mon casque, est-ce que vous entendez bien cette fois-ci? Est-ce que maintenant Oui, c'est beaucoup mieux. Ah, ok, merci. Donc, c'est compliqué cette histoire de microphone et de son. Je disais que la deuxième force fondamentale qu'on baptise en physique électromagnétisme pour mélanger électricité et magnétisme, parce qu'on va voir évidemment que même si, du point de vue historique, on a découvert et analysé ces deux forces indépendamment l'une de l'autre, au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, on a pu montrer qu'il s'agissait d'une même et unique force. Je disais, c'est la deuxième force fondamentale. Il y en a deux autres que nous n'étudierons que très, très vaguement, qui sont liées aux forces nucléaires. Et donc, dans l'univers, il n'y a que 4 forces fondamentales, la gravitation, l'électromagnétisme et 2 forces nucléaires. La force électromagnétique, donc électrique et magnétique, est fondamentale dans la vie de tous les jours, puisque c'est elle qui explique la cohésion de la matière. C'est elle qui explique la cohésion des molécules. C'est elle qui est responsable de toutes les réactions chimiques que vous étudiez dans le cours de chimie. Et donc, comme elle est responsable des réactions chimiques, et bien forcément, elle est fondamentale dans tout ce qui touche la biologie, la médecine, enfin la compréhension des êtres vivants aussi. J'ai voulu juste rappeler, là, dans le petit tableau en dessous, quelques dates du point de vue historique pour vous montrer que, par exemple, le tableau de Mendeleïev apparaît fin du 19e siècle, en 1869. On commence à classer les éléments, mais on ne comprend pas pourquoi ils sont classés comme ça. Vers la même fin du 19e siècle, en 1897, Thomson découvre l'existence d'un élément particulier qu'on appelle l'électron, d'une particule qu'on va appeler après particule élémentaire. Ce n'est qu'en 1909, donc début du XXe siècle, qu'on mesure effectivement la charge électrique de cet électron. En 1911, on découvre le noyau, c'est Rutherford qui fait ça, et c'est le même Rutherford qui, en 1919, découvre le proton. Et il faut encore attendre presque 15-20 ans pour découvrir en 1932 le neutron, et donc ainsi comprendre la structure des atomes, puisque vous avez tous appris que les atomes sont constitués d'un noyau dans lequel se trouvent les protons et les neutrons, et qu'autour de ce noyau se trouvent les électrons. La physique qui explique cela n'est pas de la physique générale newtonienne, c'est de la mécanique quantique qui va apparaître dans les années 1905, 6, 10, donc dans le début du XXe siècle, effectivement hors de propos dans un enseignement de BA1. Mais ça n'empêche que ce sont ces électrons qui, dans une première approximation et de point de vue métaphorique, on va dire qu'ils orbitent autour du noyau, eh bien ce sont ces électrons et surtout les derniers électrons, ce que les chimistes appellent les électrons de valence, qui vont déterminer le lien entre les atomes. Et ces électrons se lient à d'autres électrons et à d'autres atomes par cette fameuse force électromagnétique. Alors, petit film de petites expériences, 3 petites expériences que vous pouvez faire à la maison et qui permet en tout cas de matérialiser, si vous n'avez jamais fait ça dans votre vie, l'existence de cette force. Première petite expérience avec des petits ballons.
Voilà, l'idée, c'est qu'on voit une expérience, on est capable de faire tenir un ballon, c'est-à-dire que la gravitation, le poids de ce ballon est contrebalancé par une autre force. Et cette force est apparue parce qu'on a frotté le ballon. Au début, on n'avait pas frotté le ballon tombe, malgré la poussée d'Archimède dans l'air et à cause du poids, c'est-à-dire de l'attraction terrestre. Mais dès qu'on a frotté ce ballon, eh bien clairement, quelque chose d'autre apparaît. Et c'est cette force qui apparaît au moment du frottement qui sera appelée la force électrique. Deuxième petite expérience. Frottons un peigne plastique avec un chiffon de laine. Même chose, on fait des frottements. Et approchons les dents du peigne d'un filet d'eau régulier coulant d'un robinet. Le filet d'eau est attiré par le peigne. Remplaçons le peigne par un double décimètre en plastique. Nous obtenons le même effet. Cette expérience illustre l'existence du moment dipolaire permanent présenté par les molécules d'eau. Donc la notion de moment dipolaire oubliée, on va la voir bien entendu, mais l'idée fondamentale ici, c'est à nouveau la même chose. Vous mettez en frottement un objet, et on devra comprendre pourquoi, et subitement, on est capable de dévier la trajectoire de l'écoulement d'un liquide qui est l'eau, et au lieu que ces liquides tombent verticalement, dû encore une fois à la gravitation, il y a une déviation. Une déviation de la trajectoire signifie qu'il y a une accélération, et donc il y a une force qui est induite par le frottement de ce peigne ou de la latte en plastique. Encore une autre petite expérience avec un papier collant cette fois-ci. Déroulons brusquement une bande de ruban adhésif sur une longueur de 15 cm environ, puis coupons-la. Suspendons cette bande à un support et laissons la bande. Si nous approchons un doigt du ruban, celui-ci est attiré. Ce phénomène est dû à l'apparition de charges électriques de signes opposés sur le ruban et sur le doigt. Voilà, encore une fois, ici le frottement apparaît de façon plus délicate, dans la mesure où, sans que vous le sachiez, quand vous déballez un papier collant, eh bien, il y a forcément frottement du papier collant avec le papier collant et avec votre doigt. Eh bien, on avait la force de gravitation qui, rappelez-vous, c'était une force qui s'exerçait d'un corps A sur un corps B, qui était égale à une constante universelle grand G, multipliée par la masse de A, la masse de B, et divisée par la distance au carré qui séparait le point A du point B. Le vecteur force était orienté de B vers A lorsqu'on étudiait la force d'attraction de A sur B. Et donc, la responsabilité de l'attraction gravitationnelle est la masse de ces corps. Bien. Le système-là est attractif et bien entendu, il y a toujours la troisième loi de Newton qui dit que si A agit sur B, B doit agir sur A avec la même force mais orientée de façon symétrique, c'est-à-dire inverse. Eh bien, la force électrostatique sera découverte en 1785, vous voyez, là on est à la fin du XVIIIe siècle, et sera mise en équation par M. Coulomb, d'où le nom évidemment qu'on va donner à cette force, on va l'appeler la force de Coulomb. Et cette force s'écrit exactement de la même façon. On constate dans la nature que contrairement aux masses, il y a une autre caractéristique à la matière qu'on va baptiser charge électrique. On ne connaît pas le sens que l'on va donner à cela. La charge va jouer le même rôle que la masse. C'est la charge électrique qui va être responsable de la force électrique. Comme la masse était responsable de la gravitation, de l'attraction gravitationnelle, la charge électrique que l'on va définir sera responsable de cette force électrostatique. La seule chose qui est très importante en termes de différence entre la force de gravitation et la force électrostatique, c'est que la force de gravitation était toujours attractive, tandis que les expériences montrent qu'en électrostatique, les forces peuvent être soit attractives, soit répulsives. Et donc, les physiciens ont été amenés à définir deux charges, des charges positives ou des charges négatives, avec une loi qui est donc expérimentale et qui dit que
lorsque les charges sont de même signe, donc plus plus ou moins moins, les forces seront répulsives. Tandis que lorsque les forces sont de signe contraire, des charges positives et des charges négatives, la force sera attractive. Et toujours la troisième loi de Newton, s'il y a une force de la charge A sur la charge B, il y a la même force de même intensité et de direction identique, mais de sens différent, de B sur A. Maintenant, il faut écrire l'intensité de cette force. Eh bien, l'intensité de cette force est égale à une constante K fois le produit des charges Q fois grand Q divisé par leur distance au carré. Donc la forme de cette force est exactement la même que la forme de la gravitation. Dans la gravitation, j'avais grand G fois la masse de A, la masse de B divisé par la distance au carré pour l'intensité de la force. Eh bien, l'intensité de la force électrostatique de Coulomb est la même, à savoir une constante K, à définir bien entendu, multiplié par la charge A fois la charge P, divisé par la distance au carré. La charge électrique a comme unité le coulomb, et dans le système métrique et le système international, le coulomb est une unité dérivée de l'ampère. Un coulomb, c'est 1 ampère fois 1 seconde. Ce qu'on a montré expérimentalement, mais que nous n'avons jamais pu encore expliquer, c'est que la charge électrique, contrairement à la masse, ne peut être que des multiples de la charge élémentaire d'un électron. La charge élémentaire d'un électron, je vous ai dit, elle a été mesurée au début du XXe siècle, et l'électron a une charge négative. Le fait que la charge soit négative ou positive, c'était simplement dû à un choix arbitraire et conventionnel qu'on avait fait au début de la découverte et de la mesure de la force électrique. Donc l'électron a une charge négative qui vaut moins 1,6 10 exposant moins 19 coulombs. Bien entendu, il y a tous les chiffres qui suivent, qui sont les mesures, la précision des mesures actuelles pour déterminer la charge d'un électron. Mais donc, contrairement aux masses, et les masses, vous pouvez avoir toutes les masses possibles, d'accord? Pour les charges électriques, ce n'est pas vrai. Les charges électriques ne sont que des multiples entiers de la charge d'un électron, soit des multiples positifs, soit négatifs. Par exemple, la charge d'un proton sera plus 1,6 10 moins 19 coulombs, c'est-à-dire moins une fois la charge de l'électron. Comme j'ai dit, la force est soit attractive, soit répulsive. La force est attractive lorsque les charges sont de signe opposé et répulsive quand les charges sont de même signe. Et la constante K qui apparaît, qui joue le même rôle que la constante grand G pour la gravitation, cette constante K est mesurée, nous sommes en sciences expérimentales, donc il y a un protocole expérimental qui permet de mesurer l'ensemble des constantes et des grandeurs qui nous intéressent, et la valeur de K est à peu près de 8,98, donc à peu près 9, 10 exposant 9, newton, mètre carré par coulomb carré, puisque quand vous multipliez K par des charges au carré et que vous divisez par une distance au carré, vous obtenez des newtons. Cette force, donc, a exactement la même expression, la même forme que la force de gravitation. Et donc, on dira exactement, voyez, exactement la même allure que pour la gravitation. La force exercée par la charge A sur la charge B est égale à K fois la charge A fois la charge B divisée par la distance entre A et B au carré, fois le vecteur, regardez la seule petite différence ici, fois le vecteur qui va de A vers B. Pourquoi le vecteur de A vers B? On s'intéresse à la force de A sur B. Si les charges A et B sont de signe opposé, la quantité QA fois QB est négative, n'est-ce pas? Si QA est positif, QB est négatif, le produit est négatif. Si QA est négatif, QB est positif, le produit est négatif. Et donc, quand les charges sont de signe opposé, le numérateur ici est négatif. Et donc, le vecteur ne va pas de A vers B, mais bien de B vers A. Il est attractif, comme la gravitation. Lorsque les charges ont le même signe, plus pour QA à QB, ou moins pour QA à QB, le produit QA fois QB est toujours positif. Et à ce moment-là, la force est dirigée de A vers B, c'est-à-dire que la force est répulsive. Et donc l'écriture est exactement la même, sauf que dans la gravitation, le produit des masses ne pose aucun problème puisque la masse est toujours positive, tandis que dans le produit des charges,
il y a la possibilité d'avoir des produits négatifs ou positifs. Et ce n'est que lorsque le produit des charges est négatif qu'il y a une attraction. Donc il y a une attraction, par exemple, entre le proton et l'électron. Okay. Dans la matière dite normale, on constate qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives, n'est-ce pas? Prenez l'atome d'hydrogène, c'est un proton et un électron, la charge totale est nulle. Il y a une charge plus 1 pour le proton, enfin plus une fois la charge fondamentale, une charge moins une fois la charge fondamentale pour l'électron, la charge totale est nulle. Et ainsi pour tous les éléments du tableau de Mendeleïev. C'est pour ça que vous utilisez le numéro atomique pour déterminer le nombre de protons et le nombre d'électrons. Et c'est pour ça que vous utilisez encore une fois, cette fois-ci, le numéro atomique, la masse atomique A, qui vous permet de déduire le nombre de neutrons. Ici, la force peut être attractive et répulsive, et donc ça va changer complètement la donne par rapport à la gravitation. Donc supposons que j'ai deux charges, A et B, j'ai une certaine distance entre A et B, eh bien, je vais avoir le vecteur qui va de A vers B, n'est-ce pas, qui sera répulsif si les signes des deux charges sont les mêmes. Donc ici, le produit sera positif, le vecteur va de A sur B, la force exercée par A sur B est une répulsion. Lorsque le produit des charges est négatif, vous avez le vecteur inverse de A vers B, donc il va de B vers A, et la force est maintenant attractive. C'est la seule subtilité fondamentale. Il y a Mariam qui demande où se trouvent les dias. De quel dia tu parles, Mariam? 14h16. Les dias que je présente maintenant ne sont pas encore postés. Je vais les poster. OK ou pas? Et comme je dis, le cours va être enregistré et donc je le posterai aussi. Donc, la force électrique est énorme par rapport à la force gravitationnelle. Faisons un petit exemple pour, par exemple, l'atome d'hydrogène. Le proton, il a une charge de plus 1,6 10-19 coulombs et sa masse vaut 1,67 10-27 kg. C'est la fameuse unité de masse atomique. D'accord? Un électron, la charge est moins 1,6 10-19 coulombs et la masse de l'électron, regardez, est de 9,11 10-31 kg, à peu près 1000 fois plus petit, n'est-ce pas, que la masse du proton. Je peux connaître la distance entre le proton et l'électron. Expérimentalement, on peut montrer qu'en moyenne, la distance est de l'ordre de 5,3 10-11 mètres, donc une distance relativement courte. Je peux donc calculer très vite la force, l'intensité de force. La constante K valait 9 10 exposant 9. Le produit des charges, c'est 1,6 10-19 au carré. Et je divise par la distance au carré, ce qui va me donner l'intensité de la force exercée de type électrique du proton sur l'électron et de l'électron sur le proton. Je trouve alors que ça fait à peu près 8,2 10 exposant moins 8 newtons. Pourquoi cette force est gigantesque? Parce que, évidemment, les masses sont faibles, n'est-ce pas? Et donc, si je calcule l'accélération de l'électron, c'est la force divisée par la masse. La force est de l'ordre de 10 moins 8. La masse est de 10 moins 31. J'arrive donc à une accélération de 9 10 exposant 22 mètres par seconde carré. Rappelez-vous que l'accélération d'un électron à cause de la force de gravitation vaut simplement 10 mètres par seconde carré. Donc vous avez une force ici qui est capable de donner une accélération à l'électron qui est absolument gigantesque. Évidemment, l'accélération du proton, comme la masse du proton est à peu près 1000 fois plus petite, l'accélération du proton est beaucoup plus faible. Enfin, beaucoup plus faible, tout est relatif, puisqu'on est à 5, 10 exposant 19 mètres par seconde carré. Et donc, dans les deux ici, celui qui va bouger, évidemment, c'est l'électron qui va bouger, et le proton un peu moins, vu la masse qui est 1000 fois supérieure à celle de l'électron. Donc, la force électrostatique est gigantesque. Okay.
Je peux même résoudre un petit problème de mouvement circulaire, puisque vous avez tous appris maintenant à résoudre ce problème de mouvement circulaire. Je connais l'accélération dans un mouvement circulaire, c'est v carré sur r. Et donc je peux écrire, s'il y a un mouvement circulaire, donc qui est la métaphore de l'atome d'hydrogène, hein, un proton, un électron, et l'électron est en orbite autour de ce proton. OK ? Eh bien, on va calculer alors la vitesse de rotation de l'électron autour de ce proton due à la force électrostatique. Donc j'ai la masse de l'électron fois l'accélération de l'électron, qui est v carré sur r, pour un mouvement circulaire uniforme, égale la force, qui est bien une force centripète d'attraction, d'attraction, qui vaut K, QA, QB sur R carré. Ici, la masse ne simplifie pas, hein. La masse se simplifiait dans la gravitation, mais pas dans l'électrostatique. Donc je peux calculer la vitesse, c'est simplement la racine carrée, hein. Je divise par la masse, je simplifie par la distance entre A et B, c'est-à-dire entre le proton et l'électron, et puis je mets des données dedans, je connais K, je connais M, et je trouve que la vitesse de rotation de l'électron autour du proton, eh bien, elle vaut 2, 10 exposant 6 mètres par seconde. Donc le centième de la vitesse de la lumière. Mais il s'agit bien de 2 millions de mètres par seconde. On voit donc que cette force est gigantesque en termes de mouvement généré dans la matière. Maintenant, je peux aussi calculer l'énergie de l'électron exactement comme en gravitation. On sait que l'énergie potentielle de gravitation, rappelez-vous, c'était moins G mm sur R. Eh bien, comme la force est exactement la même du point de vue mathématique KQQ sur R carré, eh bien, l'énergie potentielle sera la même. C'est moins K, la charge Q, la charge de l'autre, QB, divisée par la distance entre A et B. De même, je peux calculer l'énergie totale mécanique, qui est 1,5 mv carré moins K Q carré sur R. Pourquoi Q carré maintenant? Parce que la charge de l'électron et la charge du proton sont identiques. Et donc, comme j'ai un mouvement de type circulaire, je déduis ici la vitesse au carré, et donc j'arrive que grosso modo l'énergie totale, lorsqu'on est en système attractif, est moins 1 sur 1,5 K Q carré sur R. C'est exactement la même énergie totale pour la gravitation lorsqu'on s'occupait du satellite en rotation autour de la Terre, par exemple. Je peux évaluer de nouveau cette énergie, comme ça on a une idée de l'énergie moyenne qui se trouve dans un atome d'hydrogène. On insère la constante K, qui vaut 9, 10 exposant 9, la charge de l'électron et du proton qui se multiplient, donc on a une charge au carré. On divise par la distance qui est 5,3 10 moins 11, et on trouve que l'énergie moyenne de cet électron est de l'ordre de 2,17 10 exposant moins 18 joules. On ne s'intéresse pas au signe, c'est pour ça que je n'ai pas fait basculer le signe moins. J'aurais dû écrire ici un moins 2,17 10 moins 18 joules, mais c'est la valeur qui m'intéresse du point de vue simplement estimation numérique de la valeur de l'énergie. Alors évidemment, ça peut paraître ridiculement peu, mais il s'agit d'un seul atome. Si je calcule ça pour une mole d'atome, d'accord, eh bien à ce moment-là, je dois multiplier par le nombre d'Avogadro, puisque je sais que dans une mole d'hydrogène, eh bien, il y a 6, 10 exposant 23 atomes d'hydrogène, et on voit tout de suite qu'on arrive à des énergies phénoménales de l'ordre du million de joules. Donc, dès qu'on aura des énergies chimiques, ce que vous avez étudié dans votre cours de chimie, à savoir, par exemple, l'énergie nécessaire dans telle liaison carbone-carbone, ou l'énergie nécessaire pour ioniser tel atome, ou l'énergie que vous avez libérée lorsque vous faites une réaction chimique, eh bien, vous tournez toujours au milieu de milliers de mégajoules, des millions de joules par mole. Et donc, ces mégajoules par mole viennent simplement de l'extraordinaire intensité de la force électrostatique qui lie les éléments à l'intérieur de la matière. Évidemment, ces énergies sont gigantesques par rapport à l'énergie gravitationnelle. Dans l'énergie potentielle, Colline, on n'enlève pas le R. Rappelle-toi, la force étant 1 sur R carré, le travail de la force est l'intégrale de 1 sur R carré qui donne 1 sur R. Exactement comme dans le cas de la gravitation, l'énergie potentielle était moins G, grand G fois grand M fois petit m divisé par R. Exactement ici, de la même façon, l'énergie potentielle
de la force électrostatique est moins K grand Q sur grand Q divisé par R, lorsque la force est attractive. D'accord, Colline? Donc, le R, c'est simplement dû au travail de cette force, c'est l'énergie potentielle. Je n'ai plus besoin de refaire l'intégrale puisque je l'ai faite pour la gravitation. OK? Maintenant, la matière étant neutre, ça devient plus compliqué de calculer la force totale sur le corps. Parce que, de façon générale, lorsque j'ai par exemple une charge positive et une charge négative séparées par une petite distance, si j'essaye de placer une petite charge positive, eh bien, elle va être attirée par la charge négative, repoussée par la charge positive. Et donc va régner autour de ces éléments une force totale qui va dépendre de l'attraction de l'un et de la répulsion de l'autre. Et donc, comme il y a autant de charges positives que de charges négatives, la force générale ne va pas être simplement en 1 sur R carré. Et c'est ça toute la différence aussi entre la gravitation et la force électrostatique, c'est que pour la gravitation, la force est toujours en 1 sur R carré et elle est toujours attractive. Et plus on met de masse, et plus cette force devient gigantesque. Par contre, pour la force électrostatique, vous avez vu qu'elle est énorme, mais elle est et attractive et répulsive. Et comme la matière est neutre, en fonction de la distribution des charges positives ou négatives, les forces peuvent s'annuler puisqu'on a et répulsion et attraction. Et donc, par exemple, dans le cas d'une seule charge, on a une force en 1 sur R carré, mais dès qu'on a 2 charges ou 3 charges ou 4 charges, plutôt 2 ou 4 de telle façon à ce qu'on ait 2 plus 2 moins ou 1 plus 1 moins de telle façon à ce que le total soit neutre, eh bien la force se met à décroître de façon différente. Dès qu'on a par exemple 2 charges, eh bien la force totale, à cause des 2 charges, une positive, une négative, va décroître comme 1 sur R cube et pas comme 1 sur R carré. Quand on a 4 charges, 2 plus 2 moins, la force va décroître comme 1 sur R4. Donc malgré que cette force est gigantesque, le fait qu'il y ait des plus et des moins, le fait qu'il y ait de l'attraction et de la répulsion, fait que la force totale moyenne peut décroître beaucoup plus vite que ne le fait la force nue entre 2 charges. Autre petit détail de type notation, la constante K se définit aussi par 1 sur 4 pi epsilon 0, où epsilon 0 est une autre constante liée à K. Le choix d'écrire K ou 1 sur 4 pi epsilon 0 est tout à fait arbitraire. Chaque enseignant ou chaque livre va choisir K ou 1 sur 4 pi epsilon 0. Le 1 sur 4 pi epsilon 0 est plus important pour le physicien parce qu'on va montrer le rôle important de cette constante epsilon 0. Et donc, epsilon 0 est simplement l'inverse de 1 sur 4 pi, enfin, est l'inverse de 4 pi fois K. Mais donc, il y a 2 notations possibles pour la constante K. Soit on note la constante K fois la charge divisée par la distance au carré, soit on écrit 1 sur 4 pi epsilon 0. Et le epsilon 0 s'appelle la permittivité électrique du vide. OK. Alors, étant donné qu'on a des forces qui peuvent être attractives ou répulsives, on va introduire très rapidement une notion très importante en électricité et qui est moins importante en gravité qu'en électricité. C'est pour ça qu'on en parle plus dans le chapitre destiné à l'électromagnétisme que dans le chapitre lié à la gravitation. Mais ça n'empêche, si je place un point, OK, ici par exemple, en présence de 4 charges, les bleus sont des charges positives, les moins sont des charges, les bleus sont des charges positives, les rouges sont des charges négatives. Je peux m'intéresser à la force totale sur cette charge-là. La charge ici qui est un peu bleu pâle. Cette charge peut être positive ou négative. Mettons une charge positive pour que ce soit plus simple. Les petites flèches que j'ai fait calculer à l'ordinateur vont me dire dans quel sens va être et quelle est l'intensité de la force qui s'exerce due à ces 4 charges. Et donc la force ici totale va être dirigée ici vers la droite et vers le bas. OK? Et je vais définir la force, ou plus exactement, je vais définir le champ électrique qui règne au point bleu clair comme étant la force électrique qui apparaît lorsque j'y mets une petite charge Q. C'est-à-dire que la notion de champ électrique E, qui va devenir centrale dans le cours d'électromagnétisme, n'est en fait qu'une mesure de la force
si vous mettez une charge petit q qui est là. OK? Et donc, c'est exactement la même chose lorsque vous étiez en gravitation. Rappelez-vous, le poids était la force gravitationnelle, mais le poids va dépendre de la masse que vous mettez au niveau de la Terre. Et donc, on écrivait la force gravitationnelle, donc le poids, est égal à la masse que je mets multipliée par l'attraction gravitationnelle qu'on avait baptisée petit g. Petit g est en quelque sorte le champ de gravitation. C'est-à-dire petit g mesure la force qui apparaît lorsque vous y mettez une masse petit m. Étant donné qu'on a la loi de Newton F égale ma, petit g est donc une accélération. Ici, de même, on va définir le champ électrique comme étant la division de la force électrique par la charge petit q que vous mettez à l'endroit où vous désirez mesurer ce champ électrique. F est égal à ma, mais cette fois-ci, le champ électrique E n'est pas une accélération, puisque ce sont des newtons divisés par des coulombs, alors que le petit g était une accélération, puisque c'était des newtons divisés par des kilos. Vous voyez? Et cette grandeur E et cette grandeur petit g qu'on a étudiée au Q1 sont ce qu'on appelle le champ électrique et le champ gravitationnel au point, ici en bleu pâle, que vous choisissez. Et donc partout dans l'espace, vous pouvez calculer le champ électrique qui est causé par les 4 charges qui sont là, en vous rappelant que le champ électrique est simplement la mesure de la force divisée par la charge que vous mettez. Et donc, typiquement, la charge que vous mettez, vous allez mettre plus 1 coulomb. Comme ça, quand vous divisez la force par plus 1 coulomb, vous obtenez tout de suite la valeur du champ électrique. Pourquoi ce champ est important? Eh bien, parce qu'on va voir qu'en fait, les équations, il va y avoir des équations sur les forces et plus exactement des équations sur les champs. Et ce sont ces équations sur les champs que M. Maxwell va analyser pour déduire toute une série de comportements et entre autres pour écrire vers la fin du 19e siècle ce qu'on appelle les équations du champ électromagnétique. Certes, la force est centrale et est importante, puisque c'est elle qui va déterminer les mouvements, mais on peut aussi étudier le champ électromagnétique, c'est-à-dire le champ électrique et le champ magnétique, indépendamment de la force qu'elle va exercer, que ce champ va exercer si je mets une charge électrique en présence de toutes les autres. Évidemment, comme il s'agit d'une force, rappelez-vous, les forces s'additionnent. Si vous avez 4 charges, eh bien, il faut additionner les 4 forces, la force de la charge première bleue, la force de la charge deuxième bleue, la force de la charge première rouge, la force de la charge deuxième rouge. Donc la force petit bleu pâle ici est la somme de ces 4. Et s'il y a n charges électriques, eh bien, il faut ajouter toutes les forces qui apparaissent dues à toutes les charges électriques qui sont dans l'espace qui vous intéresse. Et donc de même, le champ électrique est la somme de tous les champs électriques. Et donc l'équation est simple, le champ électrique en un point A est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, donc c'est le fameux petit k, multiplié par la somme sur toutes les charges P, de quoi? De la charge qui est en P, divisée par la distance entre P et A au carré, et cela multiplié par le vecteur qui va de P à A. Et donc, si j'ai des dizaines, voire des milliers de charges électriques placées en des milliers de points P, je peux calculer la valeur totale du champ électrique en A en additionnant simplement tous les champs électriques. OK? Exemple, eh bien, celui dont on a parlé dans le film, le dipôle électrique. OK? Je peux évidemment transformer, comme on l'avait fait dans la gravitation, l'équation fondamentale qui dit le champ électrique en A sur B, hein, donc créé par A agissant au point B, c'est la constante K fois la charge qui est en A divisée par la distance entre A et B au carré, fois le vecteur qui va de A vers B. Le vecteur qui a une longueur 1. Or, rappelez-vous comment est-ce qu'on construit un vecteur qui a une longueur 1? Eh bien, je vais simplement de A à B et je divise par la distance qu'il y a entre A et B. Alors, pour répondre à Aurélie, oui, l'unité du champ électrique, ce sont des newtons par coulomb. Mais on verra plus tard qu'il y a une autre équivalente, une autre unité tout à fait équivalente qui s'appellera des volts par mètre. Et donc, dans la vie de tous les jours, vous allez entendre un champ électrique mesuré en volts par mètre.
Mais 1 volt par mètre, c'est la même chose qu'un newton par coulomb. Donc, effectivement, c'est la force divisée par la charge. Donc, pour le vecteur unité, je reviens au vecteur unité qui va de A vers B, il suffit de prendre le vecteur de A à B divisé par la distance de A à B. Et comme ici, j'ai la distance au carré de A à B, j'arrive donc bien à la distance au cube qu'il y a entre A et B. Et donc, j'imagine, par exemple, deux charges, une charge positive en bleu placée sur l'axe Y en x égale 0 et à une distance d'. Si je prends une deuxième charge négative placée de nouveau sur l'axe Y, donc en x égale 0, mais à une position moins d', comme ça la distance entre ces deux charges sera d. Et je m'intéresse à la valeur du champ électrique en un point xy, dans ce plan ici, d'accord, qui a comme coordonnée xy et qui est donc à une certaine distance de ma charge positive et à une autre distance de ma charge négative. Donc, je peux calculer le champ électrique à cause de la charge positive bleue. Il sort puisque la force sera répulsive si je mets une charge plus ici, tandis que le vecteur force vers la charge négative sera attractive. Il sera plus petit parce que je suis plus loin, d'accord, que la force résultant de la répulsion avec la charge positive. La somme de ces deux vecteurs est compliquée puisque il faut additionner les composantes. Okay, et donc, je peux utiliser la technique simple qui consiste à décomposer la distance qui se sépare entre ces deux points-là. Et donc, la distance entre la charge positive et le point xy, on utilise Pythagore. Hein, c'est x au carré plus y moins d', c'est-à-dire la position de cette charge au carré, le tout exposant 3/2, puisque la distance est la racine carrée de la somme des carrés de l'hypoténuse, hein, le même truc de triangle rectangle, exposant 3/2, puisqu'on a le cube ici, multiplié par le vecteur qui va de A vers B. Et rappelez-vous, le vecteur qui va de A vers B, c'est toujours la coordonnée du point final moins la coordonnée du point initial. Donc le vecteur qui va de là à là, c'est la coordonnée du point final xy moins la coordonnée du point initial. Alors Manon me demande, je n'ai pas compris pourquoi la distance est au cube. La distance est au cube ici parce que j'ai multiplié par un vecteur AB qui, lui, a une longueur qui est la distance. Donc, pour avoir 1 sur une distance au carré, c'est la même chose que le vecteur divisé par la longueur du vecteur au cube. Oui, non, Manon, c'est simplement pour la technique, pour écrire un vecteur qui a une longueur 1 et qui va de A vers B. Tu vois ça ou pas? Et donc, quand j'ai le champ électrique à cause de la charge plus, je peux calculer le champ électrique à cause de la charge moins. C'est la même équation, à part que la distance maintenant est différente, puisque c'est celle entre le point et la charge moins, et que le vecteur est légèrement différent, puisque c'est le vecteur qui va de nouveau de A vers B. Mais maintenant, la charge ici est moins Q. Je peux évidemment à ce moment-là les additionner. Et je vois en fait que lorsque R devient très grand, que l'angle on s'en fiche, que la R devient grand par rapport à la distance qui sépare les charges, vous voyez que le champ électrique est inversement proportionnel à la distance au cube cette fois-ci. Et donc la force sera en 1 sur R au cube et pas en 1 sur R carré. Donc cet exemple-là montre, c'est un exemple, évidemment il est théorique pour vous dans la mesure où on va juste utiliser parfois ce genre d'expression, mais c'est pour vous montrer qu'à cause de l'existence de deux charges de signes opposés, la force qui était en 1 sur R carré entre deux charges va être simplement amadouée en quelque sorte, diminuée par l'existence de charge plus, de charge moins. Et que cette force va donc prendre toutes les valeurs possibles quasiment, d'accord, possibles en termes de la distance R. Alors Aurélie me demande quelle est la différence entre les deux équations en haut à droite. La différence entre ces deux, est-ce que vous voyez d'ailleurs mon petit curseur ici qui bouge entre le haut et le bas? Oui, non? Les deux équations sont les mêmes, Aurélie. La première en haut à droite utilise un vecteur unité et la deuxième en haut à droite, on a transformé le vecteur unité en montrant comment on le calcule. C'est simplement le vecteur qui va de A vers B divisé par la longueur et donc c'est pour ça qu'apparaît
le R cube ici, alors que là, il y avait R carré. D'accord? Alors évidemment, comme je disais ici, l'expression est certes compliquée, mais l'idée est de comprendre que donc les forces vont changer et que donc vous allez à entendre parler, par exemple, dans vos cours de chimie, de forces de Van der Waals, par exemple, en physique aussi d'ailleurs. Et donc les forces, par exemple, entre éléments de cellules différentes, ou entre deux protéines, ou entre deux molécules, peuvent être extrêmement faibles, même si la force électrique est en 1 sur R carré, à cause de la combinaison de charges positives et négatives, il va y avoir des forces qui peuvent être faibles, ou des forces fortes entre deux types d'atomes, ou entre deux types de molécules. Ça dépendra fondamentalement de la distribution des charges électriques à l'intérieur de cette molécule. Et c'est pour ça que dans vos cours de chimie, on vous parle par exemple de molécules polaires ou de composés ioniques. C'est pour montrer que la distribution des charges dans NaCl ou la distribution des charges dans H2O est différente que la distribution des charges dans une molécule comme le méthane CH4. Voyez, et qu'à cause de ça, l'interaction entre CH4 et par exemple, l'interaction entre le sel NaCl et l'eau sera bien différente que l'interaction entre, par exemple, le CO2 et l'eau. Quand vous faites de la dissolution de bulles de dioxyde de carbone dans de l'eau, eh bien, il y a une interaction électromagnétique entre ces molécules, mais qui dépendra de la distribution des charges à l'intérieur de la molécule d'eau et de la distribution des charges électriques à l'intérieur de la molécule CH4. Pardon, CO2, je parlais du dioxyde de carbone. Et donc c'est pour ça que vous pouvez comprendre un peu pourquoi certaines substances peuvent être dissoutes dans de l'eau qui a un moment dipolaire, comme on dit, et que d'autres substances ne peuvent pas être dissoutes dans l'eau, et que certains éléments peuvent être dissous dans de l'huile ou dans l'alcool. Bref, toutes les interactions moléculaires ne peuvent se comprendre qu'avec l'interaction entre la distribution des charges électriques. Okay. Et donc, on définit le moment dipolaire, ou ce qu'on appelle le dipôle électrique, comme étant simplement le produit de la charge électrique par la distance qui sépare les deux charges électriques. Et on dira dipôle si on estime qu'il y a deux charges électriques, quadrupôle si on estime qu'il y a 4 charges électriques. Et en fait, toutes les molécules qui contiennent évidemment une quantité impressionnante d'électrons et de protons, vont souvent être simplifiées en disant, eh bien, on va faire comme s'il n'y avait que 2 charges électriques. Par exemple, dans la molécule d'eau, vous avez une quantité d'électrons et de protons pour l'oxygène, une quantité d'électrons et de protons pour l'hydrogène, c'est simple, c'est un proton, un électron, mais vous avez 2 atomes d'hydrogène pour faire H2O, eh bien, l'interaction dans cette molécule peut parfaitement se simplifier en disant, eh bien, on va dire que vous avez à peu près des charges négatives au niveau de l'atome d'oxygène et des charges positives quelque part dans la zone des 2 atomes d'hydrogène. Et on va remplacer cette molécule très complexe qu'on appelle l'eau par ce qu'on appelle une molécule qui serait fictive et qui contiendrait une charge plus et une charge moins, séparées par une distance d. C'est ce qu'on appelle le moment dipolaire, si un jour vous voyez ça dans les cours de chimie. Et donc, on peut exprimer et calculer le champ électrique créé par un dipôle et ainsi déterminer les forces qui s'exercent à ce moment-là. OK? Alors, le champ électrique est relativement compliqué à calculer et comme dans la nature, il y a énormément de charges électriques, il y a un théorème qui est très intéressant qui s'appelle le théorème de Gauss et qui permet de calculer le champ électrique sans devoir faire cette addition compliquée de tous les champs électriques et partant de toutes les charges électriques. OK? Et ce théorème dit quelque chose de relativement compliqué a priori, mais qui n'est pas si difficile lorsqu'on l'applique. Il dit que le flux de ce champ électrique à travers une surface fermée est égal simplement à la charge totale électrique qui est à l'intérieur de cette surface fermée divisée par la constante epsilon 0. Alors on va expliquer tout dans le détail évidemment. J'ai énoncé le théorème, mais l'idée fondamentale c'est de définir premièrement qu'est-ce que c'est que le flux du champ électrique à travers une surface fermée. Et le mot flux du champ électrique, le symbole est le suivant. Vous avez 2 intégrales, vous voyez, une intégrale et une deuxième intégrale.
Deux intégrales signifie que vous intégrez sur des surfaces. Il y a un rond entre ces deux intégrales, sur ces deux intégrales. Le rond signifie que la surface doit être fermée. Et une surface fermée, ça permet de définir un volume. Dès que vous avez une surface qui est fermée, il y a un volume qui est à l'intérieur et il y a une zone qui est à l'extérieur. Et donc une surface est dite fermée si on peut définir un volume intérieur et qu'on peut définir donc qu'est-ce que l'intérieur de cette surface et l'extérieur de cette surface. Et donc le calcul du flux, évidemment, nous allons le faire dans des cas extrêmement simples, mais le théorème étant tout à fait général, je le donne quand même. Eh bien, le flux de ce champ électrique contient encore le produit scalaire de quoi? Du champ électrique par le vecteur ds, le vecteur élément de surface qui est perpendiculaire à la surface et qui pointe vers l'extérieur de la surface, puisque la surface étant fermée, il y a bien un intérieur et un extérieur. Le vecteur élément de surface va toujours de l'intérieur vers l'extérieur et il est perpendiculaire à la surface. Et ce flux, donc vous voyez que le flux est un concept difficile, est égal simplement à la charge électrique totale qui est à l'intérieur divisée par une constante. Si la charge électrique totale à l'intérieur est nulle, eh bien il n'y aura pas de flux. Si la charge totale est positive, le flux sera positif. Si la charge totale est négative, le flux sera négatif. Alors pour illustrer ça, je vais recommencer avec mes 4 petites charges électriques. Je dois donc définir une surface fermée. OK ? Je prends donc voilà la surface verte qui est là. Elle enferme une charge positive. Et le flux du champ électrique se calcule en regardant le champ électrique qui sort de cette surface, regardez ici, uniquement sur la surface. Donc je ne m'intéresse pas à l'intérieur, je ne m'intéresse pas à l'extérieur, je m'intéresse à qu'est-ce qui se passe sur la surface. On voit que toutes les lignes sortent, d'accord, sont presque perpendiculaires. Ce qui veut dire que le flux total à travers le vert, ici, la surface verte, est une quantité positive, puisque la surface, le vecteur surface va de l'intérieur à l'extérieur, il est donc orienté par là. Le champ électrique est aussi orienté par là, donc le produit scalaire est positif. Vous additionnez sur toute la surface, vous additionnez des nombres positifs, le résultat est positif. Et donc le flux sera positif. Prenons une deuxième surface, toujours verte, mais qui enferme 2 charges, la plus et la moins. Les 2 charges étant égales, la charge totale à l'intérieur est nulle. Regardez ce que fait le champ électrique. Il sort ici, mais plus loin, il rentre. Ce qui veut dire que lorsqu'on voit le champ électrique sortir, le produit scalaire est positif. Et lorsqu'on voit le champ électrique entrer, le produit scalaire est négatif. Et le total des plus et des moins fait exactement 0. Et donc le flux total ne dépend quasiment pas, si vous voulez, en quelque sorte de la structure de la surface, simplement qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Si vous imaginez ces lignes comme étant du courant d'un liquide, eh bien, par exemple, dans cette deuxième boîte verte, le liquide traverse la surface et rentre dans la surface. Donc, en quelque sorte, les taches bleues, les charges positives sont des robinets, d'accord, qui crachent de l'eau, et les taches rouges sont en fait des siphons qui ramassent l'eau. Et donc, on voit ici que lorsque j'entoure un robinet et un siphon, toute l'eau qui est sortie par le robinet est rentrée dans l'égout, en quelque sorte, dans le trou du lavabo. Okay ? Ici, par contre, j'entoure 2 trous de lavabo. Eh bien, regardez à la surface, le liquide rentre tout le temps à l'intérieur et donc le flux sera négatif. Tout rentre dans cette surface fermée. OK ? Alors, on va l'appliquer à plusieurs cas simples. Comme les applications sont, disons, importantes et qu'il est déjà presque 15h moins 10, je vous propose de faire la pause maintenant et de redémarrer le cours après la pause, dans 5-10 minutes, d'accord, de telle façon à ce qu'on puisse faire les 3 cas fondamentaux de calcul de flux de champ électrique. Donc, petite pause de quelques minutes, enfin, de 5 minutes, là, et on continue le cours. Si vous avez des questions, bien entendu, posez-les-moi maintenant. C'est comme s'il y avait un intercours physique réel.
D'ailleurs, pour votre culture générale, il y a aussi, bien entendu, un champ dipolaire gravitationnel quadrupolaire qui est évidemment différent, puisque dans la gravitation, on n'a que de l'attraction, n'est-ce pas? Mais là aussi, on peut faire des calculs qui permettent de calculer la force résultant de la présence de 2 masses, de 4 masses, et ainsi de suite, de déterminer, par exemple, dans le cas de la Terre, en connaissant plus ou moins la distribution des masses à l'intérieur de la Terre, puisque notre Terre n'est pas ronde et qu'en plus la distribution des masses n'est pas homogène, il y a donc une force gravitationnelle beaucoup plus compliquée que simplement 1 sur R carré, mais plus simple que dans l'électricité, puisque cette force est toujours attractive. Je disais, est-ce qu'il y a des questions à poser avant que je continue? Oui, non, tout va bien, donc. Je vais encore attendre une petite minute. Voilà. Donc, l'idée fondamentale de ce théorème de Gauss, c'est parce que, je vous ai dit, il y a des charges électriques dans chaque atome et vous avez un nombre d'Avogadro d'atomes par mole. Donc, typiquement, pour 18 grammes d'eau, vous avez une mole d'eau, vous avez 6,10 exposant 23 atomes, molécules d'H2O. Dans chacune de ces molécules, vous avez une quantité non négligeable d'électrons, n'est-ce pas? Et donc, vous avez dans la matière une quantité impressionnante d'électrons et de protons. Donc, il est très difficile d'imaginer qu'on va additionner simplement sur 6,10 exposant 23 le nombre de champs électriques et donc de forces électriques créées par chaque électron et proton individuellement. Donc, on va faire des approximations dans des situations idéales. Et donc, voilà la première situation idéale, ce qu'on appelle un fil infini qui est chargé. Donc, imaginons une quantité infinie de charge électrique ici positive, toutes alignées sur une ligne droite, donc sur un fil. Et infini, donc le fil n'a pas de bord, n'a pas de fin, ok? Et c'est important parce qu'on va jouer sur la notion de symétrie pour calculer ce champ électrique. Donc vous imaginez, chacune de ces charges électriques va me donner une force quelque part en un point là. Eh bien, plutôt que de calculer la somme de toutes ces forces, je vais utiliser la symétrie de mon problème et je vais entourer un morceau de ce fil par un cylindre. Donc le cylindre, il a un couvercle en haut, il a un couvercle en bas et il a une paroi latérale. C'est bien un volume, donc le cylindre, c'est bien une surface qui est fermée. Et donc je vais appliquer ce théorème de Gauss, à savoir le flux du champ électrique sur la surface fermée de ce cylindre, doit être égal à la charge qui est à l'intérieur de ce cylindre. Et ici, je vais jouer sur la symétrie. Étant donné que ce fil est infiniment long, ok, eh bien, je ne vois, il n'y a pas de bord, donc le champ électrique ne peut être que perpendiculaire à ce fil. Et il peut être non seulement perpendiculaire, mais il doit valoir la même valeur sur toute la paroi latérale de ce fil. Pourquoi il doit être perpendiculaire? Parce que s'il ne l'était pas, il serait penché soit vers le haut, soit vers le bas. Et donc, il indiquerait en quelque sorte une direction où est la fin du fil ou bien où est le début du fil. Comme ce n'est pas possible, ce champ électrique doit être perpendiculaire au fil. Et comme c'est un fil infini, si vous tournez en restant à la même distance autour du Monsieur, on ne nous entend pas. Votre micro n'est pas activé. Monsieur, on vous entend plus. Ah, voilà, excusez-moi, je vais recommencer. Attendez, je vais remettre ça. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui.
Ok, cool. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ce micro s'éteint. Voilà, je recommence. Donc, je vais imaginer un fil infini qui possède une quantité infinie de charges alignées sur un fil. Toutes ces charges sont positives. Je dis que pour des raisons de symétrie, étant donné que je ne peux pas voir en tournant, en restant à la même distance autour du fil, comme le fil est infiniment mince et infiniment long, je ne peux pas voir de différence lorsque je tourne autour. Il y a ce qu'on appelle une symétrie cylindrique. Et donc, je suis certain que le champ électrique ici dessiné en rouge est le même, quel que soit l'endroit sur la paroi latérale de ce cylindre. Et que ce champ électrique doit être perpendiculaire à l'axe, au fil. Et donc, s'il est perpendiculaire au fil, il est parallèle aux deux couvercles. C'est-à-dire que le champ électrique sur le couvercle est parallèle au couvercle, voyez-vous. Il est donc perpendiculaire à l'élément de surface. C'est-à-dire que le flux du champ électrique n'existe en fait que sur la paroi latérale de ce cylindre et qu'il est, le champ électrique, constant sur la paroi latérale de ce cylindre. Et donc, je peux calculer très facilement ce flux électrique sur le cylindre en question. Alors, le cylindre, il a un rayon R et il a une longueur L. Très bien. Je vais donc calculer le flux de ce champ électrique. Le champ électrique est constant sur la paroi latérale et il est parallèle au vecteur ds. Donc le produit scalaire, c'est simplement E fois ds. Et le produit scalaire du champ électrique par le vecteur ds qui est perpendiculaire à la surface, le produit scalaire est nul sur les deux couvercles. Et donc à ce moment-là, le flux du champ électrique est simplement le champ électrique qui est constant qui sort, multiplié par la surface latérale du cylindre. Et la surface latérale du cylindre, c'est 2π fois le rayon du cylindre fois la longueur de ce cylindre. Et donc voilà un exemple où je peux calculer le flux du champ électrique très facilement en utilisant la symétrie de mon problème. J'imagine un fil infini, d'accord, et qui n'a pas de début et pas de fin, un fil infiniment mince de telle façon à ce qu'il n'y ait pas d'épaisseur et que donc il y a une symétrie totale de type cylindrique autour de ce cylindre. Et donc le flux du champ électrique sera E fois 2πr fois L. Quelle est maintenant la quantité de charge à l'intérieur? Eh bien, ça dépend de combien de charge j'ai mis par unité de longueur. Donc si ρ est la quantité de charge par unité de longueur, donc des coulombs par mètre, j'ai ρ fois L, puisque la longueur ici à l'intérieur est L. Donc j'ai ρ fois L comme charge à l'intérieur. Et donc j'ai le théorème de Gauss me dit que le champ électrique sur la paroi latérale, donc à une distance R de mon fil, multiplié par 2πrL, égale 1 sur epsilon 0 fois ρ fois L. Je divise donc par L, je trouve donc que le champ électrique créé par un fil infini sera 1 sur 2π epsilon 0 fois la charge par unité de longueur divisé par la distance au fil. Et donc ma force sera en 1 sur R, voyez-vous, et pas en 1 sur R carré. OK? Et que ce champ électrique ici est perpendiculaire, là ce n'est que l'intensité, il n'y a pas de vecteur, il est perpendiculaire au fil électrique, qui est électrifié, qui porte les charges électriques. Voilà le premier exemple canonique où on utilise la symétrie de ce fil. Le deuxième cas symétrique, c'est le plan infini. C'est le même système, je vais imaginer un plan et sur le plan, une quantité infinie de charge électrique. Tout est distribué de façon homogène, donc je mets la même quantité de charge par unité de surface, comme j'avais mis la même quantité de charge par unité de longueur sur le fil. J'ai un plan infini et je voudrais savoir quel est le champ électrique créé par un plan sur lequel il y a des charges. Le plan étant infini, il n'y a pas de bord. Ici, j'ai dessiné un bord, mais vous devez imaginer, il n'y a aucun bord à ce plan infini. Je dois donc me choisir une surface, ma ligne, qui tient compte de la symétrie de ce plan. Okay? Et donc là aussi, je peux imaginer un cylindre qui vient couper le plan ici à cet endroit. Et donc le champ électrique, évidemment, par raison de symétrie, doit être perpendiculaire au plan. Et donc cette fois-ci, le champ électrique ne va être perpendiculaire qu'au couvercle du cylindre.
les deux couvercles qui sont là. Par contre, il va être parallèle à la surface ici, il va lécher en quelque sorte la surface, il va donc être perpendiculaire au vecteur surface. Et donc, le flux du champ électrique contient, rappelez-vous, un produit scalaire. Donc, le produit scalaire, cette fois-ci, sera nul sur la paroi latérale et ne sera pas nul uniquement sur les deux couvercles. La surface doit être fermée, donc je dois bien prendre un cylindre avec les deux couvercles. Donc, encore une fois, le champ électrique est perpendiculaire à la surface. Pour les mêmes raisons que dans le fil, il ne peut pas être vers le haut ou vers le bas ou vers la gauche ou vers la droite, il doit être perpendiculaire. Donc, le flux du champ électrique n'apparaît qu'à travers les deux couvercles. Les deux couvercles ont un rayon R, leur surface est pi r carré. J'en ai deux, donc j'ai 2 pi r carré fois E pour le flux du champ électrique. La charge qui est à l'intérieur dépend de combien de charge j'ai mis par unité de surface. J'appelle sigma la quantité de charge par mètre carré. La surface interceptée ici à l'intérieur, c'est pi r carré aussi. Et donc, j'ai que le champ électrique fois 2 pi r carré égale 1 sur epsilon 0 sigma pi r carré. Et j'arrive alors à une solution qui est tout à fait étonnante. Le champ électrique créé par une charge continue placée sur un plan est une constante. Le champ électrique est simplement 1 sur 2 epsilon 0 fois sigma. Quelle que soit la distance à laquelle on se trouve de ce plan, la force est la même. Le champ électrique est constant. Pour autant qu'on ait évidemment un plan infini. En fait, un plan infini n'existant pas physiquement, on peut dire aussi que ce résultat est correct si je suis très proche du plan, de telle façon parce que ma distance au plan est beaucoup plus petite que les dimensions de mon plan, lorsque je prends un plan fini. Et donc cette équation-là est vraie pour des plans infinis, mais est aussi vraie pour des plans finis tant que je suis pas très loin du centre et très proche de mon plan. Évidemment, cette valeur permet de trouver un résultat tout aussi rigolo. C'est si on met maintenant deux plans infinis chargés. Mais cette fois-ci, j'en prends un chargé positivement. Le plan, il est ici maintenant perpendiculaire à la feuille. Okay, et un deuxième plan avec des charges négatives. Alors, je vais répondre à la question d'Alexia qui demande que signifie ρ et sigma. Sigma, c'est la quantité de charge par mètre carré que je mets sur le plan, c'est donc des coulombs par mètre carré. Et ρ, c'est la quantité de charge par unité de longueur, donc des coulombs par mètre, que je mets sur le fil. Puisque sur le fil infini, je mets des charges par unité de longueur. À chaque morceau de ce fil, il y a des charges électriques. Et cette charge électrique par mètre est une constante. De même ici, pour les plans infinis, je mets une quantité de charge électrique par unité de surface. Je mets par exemple 1 coulomb par mètre carré. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Alexia? Donc, imaginons un plan infini que je dessine par la tranche cette fois-ci. Je viens de montrer que le champ électrique est constant, perpendiculaire au plan. Donc, ici, à la gauche, il va vers la gauche. À droite du plan, il va vers la droite du plan. Et quelle que soit la distance, le champ électrique est constant. Regardez, le vecteur a toujours la même valeur. C'est le résultat du théorème de Gauss. Maintenant, comme je vous ai dit, dans la matière, c'est neutre, n'est-ce pas? Donc, il est très difficile d'imaginer un plan qui contient une infinité de charges positives comme ça dans la nature. Par contre, on peut parfaitement imaginer un deuxième plan qui, lui, est chargé négativement. De telle façon, par exemple, que la charge totale ici soit nulle. Donc, on imagine un plan positif, un plan avec des charges négatives. Le résultat du théorème de Gauss est exactement le même, sauf que le champ électrique rentre évidemment dans le plan chargé négativement, puisqu'il sortait du plan chargé positivement. Calculons maintenant le champ électrique créé par ce plan négatif. Eh bien, il rentre de la gauche, il va donc vers la droite en rentrant dans le plan négatif. À droite, il rentre, donc le champ électrique va vers la gauche. Et à l'extrême gauche, c'est la même chose, il rentre dans le plan négatif. Or, regardez qu'est-ce qui se passe. À l'extérieur gauche, vous avez un champ qui sort du plan positif et qui rentre vers le plan négatif. Mais la valeur est la même puisqu'on a la même distribution de charge ici. On a le même sigma là que là.
Donc la somme des deux champs électriques à l'extérieur gauche est nulle. Regardons à l'extérieur droit. À l'extérieur droit, le champ électrique sortait de la plaque positive et rentre dans la plaque négative. Les valeurs de champ sont exactement les mêmes puisque les sigmas sont les mêmes. Mais les orientations étant différentes, la somme du champ électrique à l'extérieur est nulle. Et à l'intérieur maintenant des deux plaques, là, on a un champ électrique qui sort et qui va donc de gauche à droite à cause de la plaque positive, et un champ électrique qui rentre dans la plaque négative, qui va donc aussi de gauche à droite. Et donc à l'intérieur, la somme des champs électriques n'est pas nulle. Et donc on a un résultat intérieur, extérieur et intérieur, enfin extérieur, intérieur, extérieur. À l'extérieur gauche, le champ est nul. À l'extérieur droit, le champ est nul. Et à l'intérieur de ces deux plans, le champ est l'addition des deux. Comme j'ai 1 sur sigma 2 epsilon 0 plus 1 sur sigma 2 epsilon 0, eh bien 1 demi plus 1 demi fait 1. À l'intérieur de mes deux plans infinis, j'ai un champ électrique. Et ce résultat est important parce qu'il permet de comprendre, par exemple, des structures. Imaginez-vous ici deux parois lipidiques, des lipides qui vont former soit un mélange entre une paroi extérieure et l'intérieur d'une cellule, soit la cellule se trouve ici, d'accord? Ou bien ici, j'ai mes deux rangées et la cellule qui est là, intérieure, c'est l'intérieur de la cellule. On voit donc qu'à l'intérieur de ces deux parois, il va exister une force qui est capable de mettre en mouvement certaines molécules, mais qu'à l'extérieur, il n'y aura pas de cette force, et à l'autre extérieur, qui peut être l'intérieur d'une cellule, par exemple biologique, il n'y aura pas de force, d'accord? Et donc, vous allez étudier effectivement en BA2, dans le cours de biophysique, eh bien, les structures de couches avec le fonctionnement et le pompage d'ions qui vont être transférés entre l'intérieur et l'extérieur des cellules. Et c'est ce mouvement des charges électriques dues à l'existence de forces électriques qui va définir ce qu'on appellera eh bien, le potentiel électrique à l'intérieur des cellules. Et c'est les propagations de ces potentiels électriques qui vont amener les informations au cerveau, ou bien du cerveau vers les différents muscles ou du cerveau vers d'autres parties du cerveau qui vont déclencher ainsi la libération d'hormones et la libération de toute une série d'enzymes si nécessaire. Et donc la structure de deux plans infinis chargés est un modèle de pensée qui est fondamental et qu'on va appeler une capacité. Voilà, capacité à pouvoir créer un champ électrique à l'intérieur des deux plaques et rien à l'extérieur de ces deux plaques. Et deux condensateurs comme ça placés, deux plaques infinies comme ça s'appellera un condensateur ou une capacité. Généralement, évidemment, le plan n'est pas infini, donc il a une surface A, il y a une distance D qui sépare les deux plaques, et à l'intérieur de ces deux plaques, il peut y avoir de la matière non conductrice, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas que les charges électriques ici puissent rejoindre les charges positives, par exemple, puissent rejoindre les charges négatives. Donc ici, il y a un isolant, quelque chose qui interdit le mouvement. Du point de vue symbolique au niveau de l'électronique et de l'électricité, partout dans le monde, le symbole d'un condensateur, eh bien, c'est les deux petites plaques dessinées parallèlement. Vous voyez, deux petites barres horizontales et la barre qui va amener là. Les deux petites barres représentent en fait les deux plaques conductrices. L'espace entre les deux signifie qu'on a un isolant. Et le point A et le point B, ce sont les potentiels. C'est les deux endroits où on va démarrer la valeur du champ électrique. D'accord? Comme sigma, c'est la charge par unité de surface, je prends la charge Q que j'ai mise sur la plaque, je divise par la surface S de ma plaque, que j'ai appelée A ici, excusez-moi, S, et j'ai donc bien le sigma. Okay? Donc le champ électrique est la charge Q que j'ai mise sur une plaque, divisée par la surface et divisée par epsilon 0. Okay? Alors, comment est-ce qu'on peut faire apparaître des charges? Eh bien, vous l'avez vu dans les différents films, une des techniques, c'est par frottement. Évidemment qu'il y a d'autres techniques,
Mais, et on va évidemment en parler, hein, les batteries, ce n'est pas du frottement, les courants alternatifs que vous avez à la maison, ce n'est pas du frottement, c'est une autre façon de produire des charges électriques. Et elles existent systématiquement partout, puisque la matière est constituée de charges électriques positives et négatives. Tout mouvement dans l'air, mouvement au sol, mouvement d'un objet sur un autre objet amène l'apparition de charges électriques et donc de champs électriques. On utilise ça dans les photocopieuses et parfois on a ça dans d'autres outils importants, bien entendu, qu'on utilise systématiquement. Et donc ça nous amène, par exemple, à des situations, comme vous voyez ici, ce chat qui est recouvert par force électrique due au frottement de toute une série de petits objets qui sont des petites mousses qui viennent adhérer au poil du chat parce qu'on a caressé ou frotté les poils du chat qui se sont chargés électriquement et qui ont provoqué une force d'attraction. Alors, même chose, vous pouvez refaire le calcul pour des sphères. Si on calcule deux sphères avec une charge positive et une charge négative, vous allez avoir un champ électrique qui va aller du plus vers le moins à l'intérieur des deux sphères et un champ électrique nul à l'extérieur des deux sphères. D'accord? Et donc, on peut avoir exactement le même effet qu'avec les deux plans. On n'est pas obligé d'avoir des plans, il suffit d'avoir deux structures, une structure qui porte une charge positive et une autre structure qui porte une charge négative. Il y aura toujours un champ électrique entre la charge positive et la charge négative et des champs électriques nuls à l'extérieur de cette structure. D'accord? Vous pouvez faire le calcul très facilement. C'est ici, comme c'est des sphères, c'est exactement la même équation que M. Coulomb. On a un champ électrique à l'intérieur qui est nul, d'accord? Et donc, on peut calculer à ce moment-là le travail de ce champ électrique pour aller d'un point à un autre, ok? Et montrer effectivement que le travail pour aller d'un champ de la charge plus vers le charge moins, pour aller de A vers B, est le travail du champ électrique. Rappelez-vous, le champ électrique, c'est la force divisé par la charge. Donc le travail du champ électrique, c'est la même chose presque que le travail de la force électrique, sauf que la force électrique, c'est Q fois le champ électrique. Donc le travail de la force, ce sont des joules. Donc le travail du champ électrique, ce seront des joules par coulomb. Et les joules par coulomb, ça s'appelle des volts. Et c'est ce qu'on appelle la différence de potentiel électrique. Donc, la notion de potentiel électrique, et je vais revenir là-dessus pour le cas des condensateurs, par exemple. Lorsqu'on parle de travail de force, on appelle ça l'énergie potentielle. Quand on parle de travail du champ électrique, on appelle ça la différence de potentiel. Ce n'est pas une énergie, c'est une énergie par coulomb, puisque rappelez-vous, le champ électrique, c'est une force divisée par la charge électrique qu'on y met. Et donc, le travail du champ électrique aura d'autres unités que le travail d'une force, ce sont des joules par coulomb. Et les joules par coulomb s'appellent le volt. Et on utilise donc le volt comme unité dérivée dans le système international pour mesurer le travail du champ électrique. Pour mesurer le travail de la force, il suffit de faire la charge fois le champ, donc des coulombs fois des volts, ça donne des joules. Et donc, voilà, vous pouvez passer de joules à coulomb, de joules à volts en faisant des coulombs fois des volts, ce sont des joules. Et lorsqu'on va calculer, excusez-moi, j'ai un souci là parce que je vous fais calculer une capacité. Il y a un souci excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque une dia du calcul de la capacité du condensateur. Excusez-moi, parce que je suis passé à la sphère ici et il me manque une dia. 2 secondes, je vais régler ça instantanément de telle façon à ce qu'on ait une situation un peu plus compréhensible. Donc c'est électricité, c'est l'autre. Donc c'est là. Je me suis retrouvé ici avec des... Ok. Donc voilà.
Voilà. Donc, je vais reprendre juste ici. Est-ce que vous voyez bien toujours l'écran avec la dia sur les condensateurs? Oui. Oui, parfait, parfait. Donc, j'étais trop vite à la sphère, il manquait la dia intermédiaire. OK, donc ça, c'est pour le condensateur. OK? Et comme j'ai dit, bah, ça existe partout. Vous avez l'apparition de charges par frottement de façon systématique. Maintenant, pour l'énergie, l'existence d'une force implique forcément l'existence d'une énergie potentielle. Rappelez-vous, le travail de la force était défini comme l'énergie potentielle en A moins l'énergie potentielle en B. Vous vous souvenez? C'est le travail pour aller de A vers B de la force. Et rappelez-vous, ce travail pour aller de A vers B, c'est l'énergie potentielle en A. Donc de là, vous partez vers l'énergie potentielle en B. OK? Comme pour la gravitation, l'énergie potentielle pour la force de Coulomb était KQA QB sur R, exactement comme pour la gravitation. Et donc, pour le champ électrique et la force, comme la force électrique, c'est Q fois le champ électrique, OK, je fais donc le produit scalaire du champ électrique par le déplacement, et ce sera donc égal à Q fois le travail du champ électrique, qu'on appelle le potentiel électrique en A moins le potentiel électrique en B. Donc, l'énergie potentielle en A, c'est la charge électrique fois le potentiel électrique en A. Donc, on appelle potentiel électrique la valeur de l'énergie potentielle divisée par la charge. D'accord? Donc, comme j'ai dit, des coulombs, ici, des joules divisés par des coulombs est égal au travail du champ électrique. Et ce qu'on appelle le potentiel électrique se mesure dans une unité qu'on appelle le volt, qui n'est rien d'autre que des joules divisés par des coulombs. Voilà. OK? Et oui, comme je dis, le potentiel électrique V se mesure en volts, qui sont des joules par coulomb. Alors, je vais passer la dia ici sur la sphère, qui est qui est un peu inutile. Je vais m'arranger aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, partout, n'est-ce pas, vous avez ces charges électriques. Et donc, forcément, vous en avez aussi dans l'atmosphère. Si on considère que, grosso modo, on a une couche comme ça d'à peu près 50 km autour de la Terre, vous devez savoir qu'il règne en moyenne dans ce qu'on appelle l'ionosphère et la couche atmosphérique, qui est à peu près donc 50 km, un champ électrique moyen qui va de 100 à 120 volts par mètre. Donc le champ électrique se mesure en volts par mètre, qui est une unité dérivée, n'est-ce pas? Et ce champ électrique existe partout sur Terre. Et il va évidemment déterminer des situations importantes, n'est-ce pas? Qui est par exemple le phénomène de l'orage et le phénomène de décharge électrique. Okay? Et donc, quand vous avez toute une série de structures comme des nuages, des arbres, etc., eh bien, vous avez une évolution du potentiel électrique, c'est-à-dire une évolution de la valeur du champ électrique. Et lorsque le champ électrique devient trop intense, certaines molécules, comme par exemple la molécule d'oxygène, O2, ou l'azote, ou d'autres composés, comme la vapeur d'eau, H2O, etc., eh bien, ces molécules qui sont normalement non conductrices d'électricité, eh bien, le champ électrique devient trop important, la force électrique sur les électrons à l'intérieur de cet atome est trop importante, et le champ électrique, la force électrique ferait en fait que vous ionisez la matière, vous ionisez le gaz, vous ionisez l'atmosphère, c'est-à-dire que vous arrachez les électrons de la structure atomique. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça l'ionosphère et qui se trouve à peu près à 50 km. Et alors, vous avez l'apparition, on verra plus tard, de ce qu'on appellera des courants électriques importants qui vont déferler sur la surface de la Terre. Alors, c'est assez compliqué, mais sachez, puisque là, c'est un peu une mythologie, que vous avez tout type de décharge électrique. Vous pouvez parfaitement avoir un courant électrique qui descend du nuage vers le sol, mais vous avez aussi des décharges électriques qui peuvent monter du sol vers le nuage et aussi entre nuages, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est simplement pour votre culture générale. On reviendra à l'existence de ce genre de courant électrique qui dit simplement, lorsque vous avez un champ électrique entre deux zones, certes au milieu c'est un isolant, mais l'isolant c'est quand même de la matière si ce n'est pas du vide. S'il y a la matière là, cette matière est composée d'atomes, de molécules, et la force électrique peut parfaitement briser ce genre de molécules. Et la rupture s'appelle l'ionisation, puisqu'on va séparer les charges positives des charges négatives.
les charges négatives étant évidemment les électrons. Et comme je dis, ici, dans la majorité des cas, 80 à 90%, vous avez bien une structure qui descend, qui sont de type négatif descendant, c'est-à-dire qui vont du nuage vers le sol. La structure du chemin ici est très compliquée. Aujourd'hui, on a évidemment des vidéos à très haute vitesse qui permettent de voir qu'en fait, la décharge ne se fait pas en un seul coup. Il y a toute une série d'étapes entre le nuage et le sol jusqu'à trouver un lien qui lie le sol au nuage et à ce moment-là, la décharge s'installe. Pour vous donner une idée, on a à peu près 32 millions de nombres d'éclairs sans problème chaque année au niveau du monde, avec des zones rouges en termes du nombre de coups de foudre par kilomètre carré. Et donc vous voyez qu'à peu près partout, il y en a un peu moins en Europe, regardez ici du côté de la région du Congo, ou ici du côté de l'Amérique centrale, vous avez des quantités impressionnantes d'à peu près une centaine de coups de foudre par kilomètre carré et par année. Et évidemment, ces décharges électriques sont aussi importantes pour probablement l'apparition de la vie sur Terre, puisque dès qu'il y a des charges électriques, il y a de l'énergie qui est transmise à différentes structures moléculaires qui peuvent à ce moment-là faciliter certains types de réactions chimiques. Et parfois l'inverse, évidemment, les coups de foudre peuvent détruire aussi des structures moléculaires. Alors, petit film pour vous montrer ce qu'on sait faire avec simplement le frottement. Donc ici, on revient à l'expérience précédente. Vous allez voir, je n'ai été sélectionné qu'un petit morceau de ce film, mais vous allez le revoir après plus complètement avec l'ensemble des expériences, toutes faites avec des techniques de frottement, qui est pour l'instant la seule façon dont j'ai parlé de création de charge électrique. OK. Alors de même, on peut refaire ce même calcul du théorème de Gauss, mais cette fois-ci, non pas pour des plans chargés, non pas pour des fils chargés, mais pour ce qu'on appelle une sphère homogène pleine de charge électrique. Donc cette fois-ci, pour le fil, j'ai mis des unités de charge électrique distribuées sur un fil. J'avais le fameux ρ qui était le nombre de coulombs par mètre. Sur un plan, j'avais un certain nombre de coulombs par mètre carré. Eh bien, imaginez-vous maintenant une sphère qui est remplie de charge électrique, d'accord? Et donc, ce sont des coulombs par mètre cube. Et donc, je vais essayer de calculer le champ électrique total qui apparaît à l'intérieur dû à la présence de charges électriques distribuées de façon uniforme à l'intérieur de la sphère. Et donc ici, évidemment, je vais prendre comme surface fermée une sphère qui est centrée au même centre que ma grande sphère. Et donc le champ électrique, pour les mêmes raisons de symétrie, doit être perpendiculaire et sortant de cette sphère rouge. Et donc il va sortir de l'intégrale. L'intégrale de ma surface est simplement 4 pierres carrées. Et je dois égaler avec la quantité de charge qui est à l'intérieur. La quantité de charge qui est à l'intérieur est la quantité de charge par unité de volume. Cette fois-ci, je l'appelle au sirop, multiplié par le volume, qui est 4 tiers de pierre cube. Je trouve donc que le champ électrique à l'intérieur de ma sphère croît comme R, c'est-à-dire que quand R égale 0, eh bien, le champ électrique est nul ici, se met à croître de façon linéaire jusqu'au bord, et puis à partir du bord, il n'y a plus de charge électrique, évidemment, et il se met à décroître comme 1 sur R carré à l'extérieur. Donc je peux aussi calculer facilement en utilisant le théorème de Gauss le champ électrique à l'intérieur d'une sphère qui est chargée uniformément. Cette technique du théorème de Gauss s'applique aussi à la gravitation, bien entendu. Eh bien, c'est la même chose pour la gravitation. Si vous avez une planète homogène, une sphère homogène avec une distribution de masse homogène, eh bien, le champ gravitationnel, rappelez-vous, c'est le petit g, va augmenter avec le rayon, c'est-à-dire il est nul au centre de la Terre et il va augmenter jusqu'à la valeur petit 10, dans notre cas, à la surface de la Terre, et puis ça va décroître comme 1 sur R carré. OK. Maintenant, je vais vous passer, comme je l'avais promis, l'ensemble du film.
Donc, ils utilisent toujours des structures typiquement en plastique qu'ils frottent. Ils font donc apparaître des charges électriques et vous avez des effets de répulsion ou d'attraction. Baies tubes de PVC, donc les tubes électriques classiques. Ces phénomènes s'appellent des phénomènes d'induction, puisqu'ici vous avez des charges électriques sur le tube qui vont induire le mouvement de charge électrique sur la canette de coca et qui va donc amener à une force d'attraction entre la canette et le tube. Ici, c'est la construction de ce qu'on appelle un électroscope, très facile à faire, avec un peu de... Ici, il utilise un petit bâtonnet. Et nous verrons après, évidemment, l'existence de deux structures importantes qu'on appelle des isolants et des conducteurs pour comprendre comment tous ces phénomènes fonctionnent. Voilà, ici, vous avez une double couche de savon avec de l'air à l'intérieur, de l'air à l'extérieur. Là aussi, l'existence de champ électrique permet de déplacer la bulle de savon sur une surface évidemment savonnée aussi, qui autorise le déplacement de la bulle. Ça, c'est un peu plus technique à réaliser. Alors, Alexia, c'est arbitraire, c'est-à-dire qu'on définit une fois pour toutes que lorsqu'on frotte, par exemple, de la laine au verre, on va charger la laine positivement et le verre négativement. Donc, ce choix arbitraire a été fait à l'époque de Coulomb, etc., de telle façon à classer les objets, qui frotte avec qui, de telle façon à dire qui porte du plus et qui du moins. C'est pour ça qu'une fois qu'on a découvert l'électron, eh bien, il était classé dans les charges négatives. Voilà, ça c'est le hasard de l'histoire, évidemment. Donc, la définition du plus-moins était d'abord une analyse de quand je frotte, qui s'attire, qui se repousse. D'accord? Si ça s'attire, c'est qu'ils ont des charges opposées. Si ça se repousse, c'est qu'ils ont le même signe. Et donc, on frotte de la laine avec du verre avec du papier, du coton avec de la laine et ainsi de suite. À l'époque de Coulomb, il n'y avait pas encore des structures en plastique, d'accord? Mais en frottant les différents matériaux, on a classé les matériaux. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Alexia? Donc ici, vous revoyez la même attraction dipolaire, justement, de l'eau par rapport à l'existence d'un champ électrique externe, créé toujours par frottement pour l'instant. Ça, c'est le même ballon que là tout à l'heure, sauf qu'ici, il l'a frotté et il est repoussé par le tube. Donc forcément, vous pouvez affirmer que le tube et le ballon portent des charges de même signe. Ici, il va utiliser de l'aluminium pour fabriquer un petit électroscope. Petit électroscope qui permet de mesurer si oui ou non il y a un champ électrique. Et qui permet par la mécanique d'ailleurs, pas évidemment, l'expérience qui est là n'est pas assez précise, mais lorsqu'on le fait de façon précise au laboratoire, en mesurant l'écartement de ces deux languettes, en calculant, en connaissant la masse de ces languettes, en mesurant l'angle entre ces languettes, vous voyez l'angle qui était en train d'apparaître, eh bien on peut déterminer quelle est la charge électrique sur ce papier, parce que c'est de la bête mécanique. Puisqu'il y a à l'équilibre, il y a un équilibre entre le poids et la force, le poids qui tend à ramener les deux feuilles les unes vers les autres, et la force électrique qui tend à faire repousser ces deux feuilles.
Voilà. Alors, revenons au grand théorème de la physique, à savoir, rappelez-vous, le théorème dit que l'énergie cinétique en un point 2 moins l'énergie cinétique en un point A est égale au travail de la force pour aller de A à A1 à A2. Que donc ce travail, dans le cas d'un champ électrique, la force, c'est Q fois le champ électrique. Et comme je l'ai dit, eh bien, le travail s'exprimera comme Q fois le travail du champ électrique, qui s'appellera le potentiel électrique en A moins le potentiel électrique en B. Et donc le travail de la force pour aller de A vers B, le travail de la force électrique, est égal à la charge que vous mettez fois le potentiel électrique en A moins la charge que vous mettez fois le potentiel électrique en B. D'accord? Et le potentiel électrique, comme je l'avais déjà dit et je le répète, s'exprime en unité volt, qui est une unité dérivée, puisque le travail, c'est des joules, la charge, c'est des coulomb. On a donc un volt, c'est des joules par coulomb. Ou bien que les joules sont des coulombs par volt. Je pense que votre professeur de chimie utilise aussi comme énergie ce qu'on appelle l'électron-volt, c'est-à-dire la charge d'un électron fois le potentiel de 1 volt. Et donc, l'électron-volt est aussi une mesure d'énergie qui vaut 1,610-19 joules, puisque la charge d'un électron, c'est 1,610-19 coulombs. Le volt, c'était 1 volt. Donc, si je fais 1,610-19 coulombs fois 1 volt, j'ai 1,610-19 joules. D'accord? Et dans le cas des atomes, on utilise souvent l'unité dérivée d'énergie qui s'appelle l'électron-volt. Okay? Les potentiels permettent alors, l'énergie potentielle, de dessiner et de représenter dans l'espace ce qu'on appelle les équipotentiels électriques, c'est-à-dire les endroits dans l'espace qui ont le même potentiel électrique. Donc ici à gauche, vous avez deux charges identiques et les courbes qui sont là représentent simplement les régions où le potentiel vaut 0,9 volts, ici 1,5 volts. Ici, c'est deux charges opposées. Donc vous avez du potentiel négatif, par exemple ici à moins 0,19, qui a cette forme-là, symétrique évidemment de l'autre côté, plus 0,19. Et donc sur ces lignes de même potentiel, le potentiel électrique ne change pas, ce qui veut dire que l'énergie cinétique ne change pas. Lorsque vous allez d'un potentiel bas à un potentiel, d'un potentiel élevé à un potentiel bas, eh bien, l'énergie cinétique augmente. Donc, si vous allez de 2,1 volts à 0,9 volts, il y a un travail du champ électrique, un travail de la force électrique, et donc vos particules ici chargées, la particule positive va être repoussée, et vous pourrez déterminer l'énergie cinétique lorsqu'on arrive au potentiel, par exemple, 0,9. Et donc, dans beaucoup de représentations moléculaires, on dessine les lignes de même potentiel électrique. Donc, typiquement, ici, une molécule idéalisée d'eau, par exemple, où vous avez ici l'oxygène négatif et les deux atomes d'hydrogène ici positifs. OK ? Revenons maintenant au fameux condensateur. Donc, je vais changer un tout petit peu la disposition des dias parce que cette dia-là aurait dû apparaître un peu avant. Donc, qu'est-ce que j'avais dans le cas du condensateur? J'avais deux plaques infinies. Une plaque A où j'avais mis les charges positives, par exemple, et une plaque B où j'ai mis des charges négatives. J'ai démontré que le champ électrique à l'extérieur gauche était nul et à l'extérieur droit était nul, et qu'à l'intérieur des plaques, le champ électrique était sigma, la quantité de charge par unité de surface divisée par epsilon 0. Donc sigma, c'était la charge Q qui est à gauche, divisée par la surface. Je peux donc directement calculer le travail pour aller d'un point A à un point B. C'est très facile, puisque le champ électrique étant constant, il sort évidemment de l'intégrale. Si je me déplace de A vers B, je me déplace bien dans cette direction-là, donc elle est parallèle au champ. Donc le produit scalaire est simplement le produit du champ électrique par dx. Je vais de A à B, l'intégrale me dit que c'est xB moins xa, c'est-à-dire la position de ce point, de ce plan B, moins la position de ce plan A, c'est-à-dire simplement la distance qui sépare les deux plans. Et donc le travail du champ électrique pour aller de A vers B, d'accord, dépend simplement de la distance D qui sépare les deux plaques, de sigma qui est Q sur S,
et de epsilon 0, qui est la constante, la permittivité diélectrique. Le travail de ce champ électrique s'appelait la différence de potentiel électrique. Et donc la différence de potentiel électrique entre la plaque de gauche, où se trouvent les charges positives, et la plaque de droite, où se trouvent les charges négatives, et les deux charges sont égales en valeur absolue. Ici, si par exemple j'ai plus 1 coulomb, j'ai moins 1 coulomb. Si j'ai plus 2 coulombs, j'ai moins 2 coulombs. La différence de potentiel entre la plaque positive et la plaque négative, VA moins VB, donc en volts, est simplement proportionnelle à la distance qui sépare les deux plaques, inversement proportionnelle à la constante epsilon 0 et à la surface, multipliée par la charge, donc proportionnelle à la charge électrique grand Q, portée par la plaque numéro A. Et on constate en fait que cette relation est vraie pour toute une série d'objets, pas spécialement pour deux plaques, mais pour deux sphères, deux fils, pour n'importe quelle structure double dans laquelle il y a la même charge à gauche qu'à droite en valeur absolue. On aura toujours que la différence de potentiel entre la plaque positive et la plaque négative sera égale à la charge portée par la plaque positive divisée par une constante C qui dépend uniquement de la forme de cette double structure. Ici, la forme est simple, c'est deux plans. Mais les formes peuvent être beaucoup plus compliquées. Deux sphères, deux fils, deux cubes, n'importe quoi, c'est bien. Et cette constante C, qui ne dépend que de la forme, s'appelle la capacité de ce condensateur. La capacité ici vaut donc simplement epsilon 0 fois S divisé par la distance D. Et la capacité se mesure en farad. C'est une sous-unité encore, n'est-ce pas? Ça, c'est des farads, ça, c'est des volts, ça, c'est des coulombs. Donc, le farad est en coulomb par volt. Ouais, c'est tout ça. Et le coulomb, c'est des ampères secondes. Le volt, c'est des joules par coulomb. Donc, on peut évidemment remonter tout ça aux unités de base qui sont les kilogrammes, les mètres, les secondes, ampères et ainsi de suite. Mais la notion de capacité, donc lorsqu'on a une structure double, lorsqu'on a des charges positives d'un côté, des charges négatives de l'autre, on appellera ça un condensateur. Et la valeur qui lie la différence de potentiel à la charge électrique qui est portée, s'appellera la capacité de ce condensateur. Epsilon 0 dépend uniquement de qu'est-ce qui est à l'intérieur ici. C'est-à-dire, si c'est le vide, on notera epsilon 0. Si je remplace le vide qui est à l'intérieur ici par de la matière isolante, j'aurai une autre valeur de epsilon. Et donc, le epsilon s'appellera la permittivité électrique. Lorsqu'on met un 0, on dit la permittivité électrique du vide. Et lorsqu'on ne met pas 0 et qu'on écrit simplement epsilon, on sous-entend qu'on a mis de la matière ici. Et on appellera ça la permittivité de cette matière. La permittivité du plastique, la permittivité du polymère, la permittivité, et ainsi de suite. La seule chose qui est importante, c'est que comme il y a des plus et des moins, il y a forcément une force d'attraction. Donc si l'objet, on va revenir après, ici, est conducteur électrique, eh bien les charges vont passer évidemment de l'un à l'autre et vous n'avez plus de condensateur. Donc ce qui est fondamental, c'est que la matière que vous mettez ici soit ce qu'on appelle une matière isolante qui n'autorise pas le passage des charges électriques de la plaque de gauche vers la plaque de droite. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Cindy? Et donc, si je dessine le potentiel électrique, supposons que j'ai un potentiel ici de 20 volts et là de 0 volts, c'est un choix arbitraire. De nouveau, la différence, ce qui compte, c'est la différence de potentiel électrique, puisque toujours, dans l'énergie, ce qui apparaît, c'est la différence de l'énergie potentielle. Donc, le potentiel électrique lui-même n'a pas d'importance, c'est toujours la différence de potentiel qui intervient dans les équations, puisque c'est la différence de potentiel électrique qui, multipliée par la charge, va donner la différence d'énergie potentielle et qui va donner, d'après le théorème fondamental de la mécanique, la différence d'énergie cinétique. Et donc, mon potentiel électrique est une constante à gauche, puisque le champ électrique est nul ici. Le travail est évidemment nul, c'est-à-dire que le potentiel ne peut pas changer. Donc, partout à gauche, c'est 20 volts. Puis, à l'intérieur, il décroît de façon linéaire,
puisqu'on a ici la différence, le travail c'est x moins xb, je m'éloigne jusqu'à arriver au potentiel 0, et là de nouveau, c'est une constante. Donc le potentiel électrique est constant à gauche puisqu'il n'y a pas de champ électrique, il décroît linéairement pour arriver à 0 volts, et là, il est de nouveau constant à droite. Et la différence de potentiel entre la plaque A et la plaque B est de 20 volts, dans le cas ici évidemment, hein, qui nous occupe. Et la relation générale est la différence de potentiel entre les deux structures, ici les deux plaques, sera la charge électrique portée par la plaque A, puisque je vais potentiel de A moins potentiel de B, divisé par une constante C qui s'appelle la capacité du condensateur et qui dépendra uniquement de quelles sont les structures que l'on met l'une en face de l'autre ou l'une à côté de l'autre. On peut calculer l'énergie stockée dans ce condensateur en calculant simplement la situation suivante. J'ai un potentiel A avec une charge plus Q, j'ai un potentiel B avec une charge moins Q, très bien. Si je rajoute maintenant une petite charge plus Q et moins Q là-dedans, eh bien j'ai forcément exécuté un travail puisque la différence de potentiel fois la charge est l'énergie et le travail. Je peux donc dire qu'il y a une variation d'énergie potentielle qui est la différence de potentiel entre A et B multipliée par la charge que je viens d'amener, puisque rappelez-vous, le travail, c'est la différence de potentiel fois la charge électrique. Et donc, lorsque je vais charger un condensateur, étant donné que la différence de potentiel, c'est la charge Q divisée par la capacité C, eh bien, lorsque j'augmente la charge sur la plaque de gauche, et donc de valeur absolue de la même façon sur la plaque de droite, j'ai une variation d'énergie potentielle qui est Q sur C fois dQ. Et donc, si je calcule le travail total nécessaire pour partir de 0 charge à gauche, 0 charge à droite, et de terminer avec une charge grand Q à gauche et une charge moins Q à droite, eh bien, je dois intégrer Q dQ, qui donne simplement Q carré demi. Et donc, l'énergie potentielle stockée dans un condensateur est la charge au carré que j'ai sur la plaque de gauche. Comme elle est au carré, eh bien, la charge moins Q au carré, c'est la même valeur, bien entendu. Donc, c'est simplement la charge au carré que j'ai sur la plaque A ou la plaque B, divisée par 2 fois la valeur de la capacité de ce condensateur. Donc, tout condensateur qui obtient une charge électrique, et on verra comment est-ce qu'on amène cette charge électrique à ce condensateur quand on arrivera à la notion de conduction électrique, eh bien, il y a une énergie qui est stockée dans ce condensateur et qui est égale à la charge au carré portée par un élément de ce condensateur divisé par 2 fois la valeur de la capacité de ce condensateur. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à poser sur le début de ce cours sur l'électrostatique, puisque nous continuons demain et que je vais poster ces vidéos aujourd'hui et les dias aujourd'hui sur l'université virtuelle et sur les pages Facebook. Évidemment, les dias seront stockés en PDF, n'est-ce pas? Et le film, lui, c'est évidemment la vidéo que vous aurez à votre disposition dès qu'elle sera disponible sur Teams. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Réexpliquer le théorème de Gauss. Mais oui, bien sûr. Hop. Théorème de Gauss. Est-ce que tu vois la dia qui est ici? Est-ce qu'elle est visible? OK. Qu'est-ce que dit le théorème de Gauss? Il dit que si tu prends une surface fermée, OK, d'où le petit rond ici, une surface signifie 2 intégrales, et que tu fais le produit scalaire du champ électrique qui est sur la surface, donc pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, que tu fais le produit scalaire
du champ électrique, produit scalaire, tu vois le point ici, avec l'élément de surface, et le vecteur surface est perpendiculaire à la surface qui délimite le volume. Eh bien, si tu sommes sur tout ça, sur tous ces produits scalaires, tu obtiens uniquement la charge totale qui est à l'intérieur de ce volume. Comme il y a une surface fermée, elle définit un volume intérieur et un volume extérieur, une zone intérieure et une zone extérieure. Et la zone intérieure, puisque la surface est fermée, a bien un volume. Et donc, la charge totale qui est à l'intérieur de ce volume, détermine la valeur de ce flux du champ électrique. Alors, dans le cas du fil infini, puisque la question est de Maïr, la notion de symétrie est la suivante. Les forces doivent être uniquement perpendiculaires au fil, parce que si la force est dirigée, par exemple ici, vers le haut du fil, c'est qu'il y a une différence entre le haut du fil et le bas du fil. Or, si le fil est infini, il ne peut pas y avoir de différence. Est-ce que tu comprends cette technique, Maïr? Tu vois? Si tu as si ton champ électrique est plutôt vers la gauche, c'est que tu privilégies la gauche que la droite. Donc, ça signifie qu'il y a quelque chose à gauche que tu n'as pas à droite. Or, si un fil est infini, il ne peut pas y avoir de préférence entre la gauche et la droite. Donc, le champ électrique ne peut être que perpendiculaire. Première étape. Deuxième étape, prends maintenant une distance R par rapport à ce fil et tourne en restant à une distance R de ce fil. Comme le fil n'a pas d'épaisseur, tu ne peux pas avoir un champ différent en différents points quand tu tournes autour de ce fil. Puisque le fil n'ayant pas de dimension, étant extra fin, tu ne vois pas le fait que tu as tourné autour du fil. Tu vois? Donc, si je vais choisir comme surface un cylindre, c'est une surface fermée parce qu'il y a une paroi latérale et deux couvercles. Le champ électrique doit être perpendiculaire, c'est-à-dire qu'il va être parallèle à l'élément de surface de la paroi latérale. Mais que le champ électrique sur le couvercle va être perpendiculaire, puisque l'élément de surface est perpendiculaire à la surface. Donc, il doit être perpendiculaire au couvercle ici et perpendiculaire au couvercle de bas. Donc, le S va être perpendiculaire à la surface. Le champ électrique est perpendiculaire au fil. Donc, le champ électrique est perpendiculaire à l'élément de surface sur le couvercle. Par contre, sur la paroi latérale, le champ électrique est parallèle à l'élément de surface. Et donc, le flux, à ce moment-là, est facile à calculer. Le flux est simplement le champ électrique sur la paroi latérale fois la surface de la paroi latérale, qui est 2πr fois L. Puisqu'on a une longueur L, 2πr est la circonférence. Dans un cylindre, la paroi latérale, tu peux couper ici le bord, tu déplies le cylindre, est un rectangle. Donc la surface latérale est un rectangle. Et donc le côté, c'est 2πr fois L. Et la charge qui est à l'intérieur dépend de la longueur L de ton cylindre. Ça dépend du nombre de charges par unité de longueur que tu mets. Tu vois? Et donc le champ électrique se trouve tout de suite, c'est la charge par unité de longueur divisé par 2π epsilon 0 et divisé par la distance où tu es du fil. Donc plus tu t'éloignes et plus le champ électrique est petit. Tandis que dans le plan, c'est pas comme ça. Quelle que soit la distance au plan, le champ électrique est le même. C'est ça la particularité étonnante du plan, n'est-ce pas? Le champ électrique est constant, quelle que soit la distance au plan. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Maïr, et à ta question, Mariam, par rapport au flux du champ électrique? Évidemment, on ne demandera jamais le calcul du flux du champ électrique. On demandera simplement l'utilisation des résultats sur la valeur du champ électrique dans un plan, par exemple, lorsqu'il y a deux plans. Ou lorsqu'il y aura deux fils, ou lorsqu'il y aura deux cylindres, deux sphères. L'idée fondamentale, c'est que dans la vie, comme les charges, la matière est neutre, si tu as des plus d'un côté, c'est que tu as des moins de l'autre côté. Et si tes plus et des moins sont sur des surfaces, sur des structures, eh bien, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un condensateur et une capacité. Pourquoi est-ce qu'on a dessiné deux intégrales? Pour rappeler
qu'il y a une surface, c'est tout. 3 intégrales quand il y a un volume, une intégrale quand il y a une ligne. C'est pour ça que dans le travail d'une force, je ne mets qu'une seule intégrale, puisque le travail d'une force, c'est d'aller d'un point à un autre point en suivant une trajectoire qui est une ligne. Lorsqu'on met 2 intégrales, ça signifie qu'on met sur une surface. Lorsqu'on met 3 intégrales, c'est qu'on travaille sur un volume. Lorsqu'on met un petit rond, comme ici, tu vois, sur 2 surfaces, eh bien, ça veut dire que la surface est fermée. Lorsqu'on met un rond sur une seule intégrale, ça veut dire que la trajectoire est fermée. Et on ne met jamais de rond sur 3 intégrales, parce que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de volume qui est fermé. Un volume est toujours déterminé par une surface extérieure fermée. Est-ce que je me suis fait comprendre? OK, parfait. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on se voit demain, mais vous avez remarqué, demain, c'est 13 heures. D'accord? Parfait. Au revoir et bonne journée à vous. Et à demain, 13 heures. Je termine l'enregistrement.